L'alcool, pour moi, 30 ans de perdu. Pour moi, l'alcool, c'est quelque chose qui détruit ta vie. C'est un peu un héritage avec une dimension économique, avec une dimension sociologique, avec une dimension culturelle. En Allemagne, l'alcool tue de 40 à 50 000 personnes par an. En France aussi. C'est plus qu'une petite ville. L'alcool est la première cause de mortalité au sein de la population adulte. Christian Weiser a du mal à se concentrer sur les choses les plus simples. L'alcool a empoisonné son existence avant même qu'elle ait commencé. À 19 ans, il suit une formation dans un atelier thérapeutique à Berlin. Christian avait été scolarisé dans un établissement spécialisé. Un cursus conventionnel n'était pas envisageable. En principe, le travail me plaît plutôt bien. Mais il y a des jours où je n'ai pas du tout envie de travailler. Il faut sans cesse que le chef vienne me... Comment on dit déjà? Vienne me motiver pour que je m'y mette. Sinon, je reste dans mon coin parce que je n'ai envie de rien. Une manifestation caractéristique de la maladie de Christian. Il est atteint du syndrome d'alcoolisation fœtale. Durant la grossesse, sa mère biologique a consommé d'importantes quantités d'alcool. Le développement de son cerveau en a été durablement affecté. Pour le moment, j'apprends à vivre avec l'idée que c'est une maladie dont j'ai hérité de ma mère biologique. J'essaie d'oublier que je suis marqué par l'alcool. Ce qui est cruel, c'est qu'il s'agit d'un handicap dont l'enfant n'est pas responsable et qui aurait pu être évité. Si la mère n'avait pas bu pendant la grossesse, l'enfant aurait été normal. Christian Weiser a grandi auprès d'une tutrice. Avec elle, il se rend régulièrement à l'hôpital de la Charité à Berlin, en consultation chez le professeur Spohr. Celui-ci a étudié les effets de l'alcool sur les enfants. Il estime qu'en Allemagne, près de 4000 enfants naissent chaque année avec des handicaps dus à la consommation d'alcool de leur mère durant la grossesse. Les caractéristiques physiques du syndrome d'alcoolisation fœtale sont une petite tête, des yeux étroits, un philtrum allongé et convexe et une lèvre supérieure très mince. C'est particulièrement net chez Christian. Le syndrome d'alcoolisation fœtale ne présente pas toujours des signes extérieurs aussi marqués. Dans la plupart des cas, il n'est pas visible. Il s'accompagne en revanche de troubles du comportement. Les troubles principaux sont l'absence de mémoire à court terme, l'incapacité à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas et à exécuter des tâches en plusieurs étapes. Les patients font une chose, puis une autre, et ils oublient la troisième. Leur perception spatiale est perturbée et ils sont sujets à des explosions d'agressivité. Il y a pas mal de choses qui posent problème. Par exemple, j'ai très envie de passer mon permis de conduire. Mais ma maman m'a dit que ça serait sans doute pas possible. Dans des situations qui ne relèvent pas de la routine quotidienne, sa mémoire fonctionne très mal. Si je lui demande d'aller me faire quelques courses, il prend son téléphone portable et systématiquement il me rappelle depuis le supermarché parce qu'il a oublié ce qu'il devait acheter. Il va se souvenir d'une ou deux choses, mais tout le reste, il l'aura oublié. Et là, il faut de la patience, une patience infinie.
Ce sont des personnes qui ne pourront jamais vivre de façon autonome. Ils seront toujours dépendants de quelqu'un qui les guidera plus ou moins, parce que sinon, ils sont perdus. Le problème du syndrome d'alcoolisation fœtale est que les difficultés des patients augmentent avec l'âge. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre une fois pour toutes par l'éducation, la thérapie et l'amour. Plus on grandit, plus la vie devient complexe et le cerveau endommagé est incapable de s'adapter à la complexité de la vie. C'est de plus en plus net à mesure que le patient prend de l'âge. L'alcool est un produit potentiellement mortel. Une drogue légale dont les effets restent pourtant largement sous-estimés, surtout chez nous en Europe. La consommation d'alcool y est en effet 2 fois plus élevée que la moyenne mondiale. Chaque Européen de plus de 16 ans consomme 10,1 litres d'alcool pur par an. 11,8 litres en France. 11 en Allemagne. C'est l'équivalent de 750 verres de bière. L'alcool s'attaque en premier lieu aux cellules du foie. Ces cellules sont progressivement remplacées par du tissu fibreux, c'est-à-dire du tissu cicatriciel. À la place des cellules, il y a donc de plus en plus de tissu cicatriciel. Et à la fin, tout le foie est envahi par un réseau de cicatrices. Et il reste peu de cellules capables d'assurer la fonction du foie. Dans le cas d'une cirrhose, le foie ne filtre plus les toxines de l'organisme. Le développement des tissus cicatriciels entraîne une congestion du sang dans le foie. C'est l'un des dangers mortels de la consommation d'alcool. D'après mes recherches, entre 40 et 50 000 personnes meurent chaque année en Allemagne des suites de leur consommation d'alcool, dont la moitié d'une cirrhose du foie d'origine alcoolique. Ça concerne surtout des personnes qui ne sont pas particulièrement âgées, puisque l'abus d'alcool réduit l'espérance de vie. 20% des décès concernant la tranche d'âge de 35 à 65 ans sont liés, de près ou de loin, à l'alcool. Patrick Fillette a été alcoolique pendant près de 40 ans. Il a commencé à boire à 17 ans. De l'eau-de-vie, de la bière ou du vin, tout ce qu'il avait à portée de main. Ça pouvait aller jusqu'à des quantités de 3, 4 bouteilles. Alors les bouteilles, sans citer de marque, c'était tout alcool confondu, peu importe le degré, du moment qu'il y avait une quantité d'alcool suffisante pour m'enivrer. Et c'était jusqu'à à me rendre ivre-mort, c'est-à-dire à rouler par terre et jusqu'à l'inconscience. Patrick Fillette est abstinent depuis 5 ans. Avec le recul, il considère que l'alcool ne lui a rien apporté. Mais il en avait besoin, tous les jours. Dès que j'étais actif, il fallait en complément que j'ai l'alcool avec moi pour me donner vraisemblablement un courage, quelque chose qui était illusoire, certes, mais qu'il fallait que je remplisse quelque part certainement une case vide pour pouvoir être actif et être moi-même. Sa dépendance lui a coûté son emploi dans un magasin d'ameublement et a brisé sa première vie de famille. Ça va ? Impec. Sa compagne actuelle, Nadège Persson, l'a soutenue, malgré les difficultés pour elle et pour leurs enfants. Je rentrais, j'avais un semblant de comportement de père de famille responsable, alors que j'étais complètement irresponsable, bien sûr. Et je consommais le repas tant bien que mal, et puis je finissais à Vachy, donc tout le monde quittait le salon, et puis je me retrouvais tout seul, et donc dans les 5 minutes qui suivaient, je tombais dans le coma, quoi. Pas facile. Stress en permanent, c'est toujours à guetter ce qu'il fait, à pas savoir, les journées sont, à pas savoir comment être le soir en fait, parce que les journées c'est aléatoire. Je savais jamais quand est-ce qu'il rentrait le soir et comment il serait. Alors je couchais les enfants ou j'allais au sport avec eux pour éviter tout contact. En fait, c'est l'isolement. Vous avez faim,
Les alcooliques sont une menace pour leur famille, surtout pour leurs enfants, à cause du mauvais exemple qu'ils donnent, mais aussi à cause du risque génétique. C'est pas celle-là, c'est la jaune, la spaghetti. C'est même moi qui l'ai plantée. Des études très poussées ont été réalisées sur des jumeaux séparés suite à une procédure d'adoption. Donc, l'un des jumeaux a été adopté et placé dans une autre famille. Ces études ont abouti à un résultat sans équivoque, à savoir qu'environ 60% des cas de maladies alcooliques sont d'origine héréditaire. En Europe, plus de 9 millions d'enfants souffrent de mauvaises conditions de vie à cause de problèmes d'alcool dans leur famille. Dans l'Union européenne, 23 millions de personnes sont dépendantes à l'alcool, toutes catégories sociales confondues. 195 000 décès par an sont imputables à la consommation d'alcool. Le plus souvent à la suite de maladies du foie, mais aussi en raison d'accidents de la route ou d'actes de violence liés à l'alcool. L'alcoolisme, ses conséquences et leur prise en charge coûtent cher aux États européens. Les traitements, l'absentéisme au travail et le chômage génèrent des dépenses importantes. 3 milliards d'euros par an pour la sécurité sociale en France, 7,4 milliards pour le système de santé allemand. En 2010, l'Union européenne a déboursé près de 156 milliards d'euros pour les dommages dus à l'alcool. Un coût dont la Commission européenne est parfaitement consciente. If you are ready to spend those money and invest in Si nous étions prêts à dépenser cet argent en investissant dans le capital humain, nous serions tous gagnants. L'industrie des boissons alcoolisées devrait garder à l'esprit qu'un avenir plus sain, une main-d'œuvre plus productive, c'est dans notre intérêt à tous. Actuellement, on parle beaucoup de la dette de la Grèce. 155 milliards d'euros, cela représente la moitié de cette dette en 2009, quand elle atteignait 300 milliards. Si nous n'avions pas eu à financer les dommages liés à l'alcool, en 2 ans, nous aurions pu rembourser la dette grecque. Marianne Scar a pour mission de réduire l'impact des dommages causés par l'alcool, tant pour la collectivité que pour les individus. Son ONG Eurocare tente d'inscrire la question à l'agenda politique de Bruxelles. Elle veut lutter contre l'abus d'alcool et milite pour une consommation plus responsable. En Europe, il y a une tradition de l'alcool. Il fait partie de notre culture depuis la nuit des temps. Si l'alcool arrivait sur le marché aujourd'hui, notre attitude face à ce problème serait totalement différente. On n'aime pas parler des dommages qu'il provoque. On ne montre pas volontiers la dépendance, les accidents, les blessures ou les familles dysfonctionnelles à cause de l'alcool. Ce sont des images qu'on essaie de cacher. Pour l'heure, l'alcool est avant tout perçu comme un produit de qualité, comme une composante de notre culture et de nos paysages. Dans les pays de tradition chrétienne, il est présenté comme le sang du Christ lors des offices religieux. Malgré les dangers, la chope de bière et le verre de vin sont omniprésents en politique. L'alcool garde une image respectable que l'association Les Brasseurs d'Europe n'hésite pas à mettre en avant. Pas question pour les producteurs de passer pour des dealers. La bière elle fait partie du patrimoine européen. C'est un peu un héritage avec une dimension économique, avec une dimension sociologique, avec une dimension culturelle. La dimension économique surtout pèse très lourd. L'alcool, c'est une affaire de gros sous. En 2014, les exportations de spiritueux ont généré 9,6 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent des recettes fiscales considérables. 29 milliards d'euros pour la seule production de bière en 2014.
La production européenne d'alcool fournit également de nombreux emplois. 125 000 dans le secteur brassicole, 68 000 dans celui des spiritueux et environ 3 millions dans la viticulture. En France, la publicité pour l'alcool était strictement interdite par la loi Evin. Depuis novembre 2015, un amendement autorise désormais la promotion de l'alcool en introduisant une subtile distinction entre publicité et information. En Allemagne, 543 millions d'euros sont dépensés chaque année en publicité pour l'alcool. Erleben Sie das Bier, das die Pilsner Brauart in Deutschland mitbegründete. Dans les films publicitaires, l'alcool est associé à la tradition et à la culture. Des images aux antipodes de l'enfer que traversent les alcooliques. Dans le monde de la pub, la boisson n'est pas synonyme de maladie, mais de séduction. Esprit d'équipe et performance au lieu de déchéance physique et sociale. Pour les sponsors et les publicitaires, boire et conduire n'est pas une contradiction. Prenez le Grand Prix de Formule 1 à Monaco en 2015. Il y avait plus de 11 références à l'alcool par minute à l'écran. Sur la piste, sur les bords de piste, sur le casque du pilote, sur la voiture. Partout, vous voyez des marques de boissons alcoolisées. Cela associe l'alcool à la conduite automobile. L'association alcool et jeunesse est tout aussi pernicieuse. Une brasserie allemande sponsorise les fêtes d'après-bac. De nombreux bacheliers sont mineurs, mais en Allemagne, la bière est autorisée dès 16 ans. Une situation quasiment unique en Europe. Visionner des spots de pub pour l'alcool multiplie par 4 la probabilité de s'enivrer. Régulièrement, de jeunes Européens meurent d'intoxication alcoolique. L'âge des premières expériences avec l'alcool se situe aujourd'hui entre 12 et 14 ans. Plus on commence à boire jeune, plus le risque de développer une addiction est élevé. De plus, l'alcool est un poison particulièrement dangereux pour un organisme en pleine croissance. Chez les jeunes, le taux de croissance cellulaire est plus élevé que chez un adulte. Le risque, c'est que l'ADN pourra subir des dommages susceptibles de conduire à un cancer des années plus tard, parce qu'il y a évidemment un temps de latence. C'est pour ça qu'il est dangereux de boire de l'alcool quand on est jeune. Cela vaut aussi pour les maladies du foie. Sur le principe, tout le monde est d'accord pour dire que la jeunesse doit être protégée. Mais cette exigence se heurte aux intérêts économiques. En guise de compromis, l'âge minimal pour la vente et la consommation d'alcool a été fixé à 18 ans dans la plupart des pays. Les États hésitent à légiférer plus sévèrement. L'alcool est trop profondément enraciné dans les mœurs européennes. 3 millions d'hectares, c'est la surface du vignoble européen, soit à peu près la superficie de la Belgique. 45% des terres viticoles se trouvent dans l'Union européenne. Mais la part de marché des Européens est en recul. Des vins moins chers d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud ou de Californie inondent le marché mondial. Depuis des décennies, les milliards de subventions ont pour conséquence que l'Europe produit plus de vin qu'elle n'en consomme. Un véritable océan de vin dont les invendus doivent être distillés et transformés en alcool industriel. Là aussi, la facture de 500 millions d'euros est réglée par l'Union européenne. Actuellement, Bruxelles réagit non pas en diminuant la production, mais en doublant le budget de la publicité. L'Union européenne investit 200 millions par an dans la commercialisation des vins européens. C'est une somme astronomique. Et même si on additionnait toutes les subventions allouées en une année à la recherche et aux programmes de santé ou de soutien, on serait encore très loin de ces chiffres.
En Europe, la recherche sur les maladies liées à l'alcool dispose de moyens financiers très limités. Parce que la recherche chez pathologique ou sur les maladies du foie liées à l'alcool est le parent pauvre du secteur. Lors des congrès de médecine, vous avez énormément d'exposés sur des maladies rares dont souffrent une centaine ou un millier de personnes en Allemagne. Alors que l'alcool est un problème majeur, mais personne ne s'y attaque. Pourquoi l'Union européenne investit-elle si peu dans la recherche et autant dans la commercialisation ? L'industrie viticole intervient-elle dans l'élaboration de nouvelles lois concernant ces produits? Nous avons posé la question au commissaire européen à la santé. Évidemment, toutes les parties prenantes veulent avoir leur mot à dire sur tous les sujets. Notamment sur la réglementation concernant l'information sur les denrées alimentaires. Elle prescrit que le consommateur doit être informé de la composition exacte de tous les produits alimentaires, à l'exception des boissons alcoolisées. L'industrie des boissons alcoolisées est très influente. Ce sont les seules boissons exemptées de l'obligation de détailler la liste des ingrédients. Aujourd'hui, que ce soit sur une bouteille de lait, de jus d'orange, de soda, vous trouverez toujours la liste des ingrédients. Mais ajoutez-y une cuillère à café d'alcool et cette liste disparaît. Vous ne disposez d'aucune information. En 2006, la Commission européenne a proposé de réglementer l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Mais comme vous le savez, le Parlement européen a décidé de faire une exception pour les boissons alcoolisées. Pourquoi? À cause des lobbies. Un lobbying d'autant plus efficace que l'alcool fait partie de l'histoire, de la culture et de l'économie européenne. Il est synonyme de bien-être, mais aussi de risques sanitaires. Une solution serait une mise en garde explicite destinée aux femmes enceintes ou allaitantes. Une étiquette apposée sur chaque bouteille stipulerait également qu'il est prouvé que l'alcool, consommé en quantité importante, peut provoquer des cancers. C'est la solution choisie par la France. Sur chaque bouteille, un pictogramme informe sur les dangers liés à l'alcool pour les fœtus. À ce stade du développement, même une infime quantité d'alcool pourra provoquer d'importants dégâts. Le taux d'alcoolémie sera le même que celui de la mère, sans qu'il puisse le métaboliser. Lors de la grossesse, il faut exclure totalement l'alcool. Pas une goutte. Et pendant l'allaitement, c'est pareil. Parce que l'alcool serait transmis à l'enfant via le lait maternel. Et il va de soi qu'exposer un enfant à l'alcool dans les premiers mois de sa vie, c'est grotesque. Je suis régulièrement surpris de voir que beaucoup de gynécologues ne le savent pas. Ils ne savent pas non plus que l'alcool augmente le risque de cancer du sein. Pour le professeur Seitz, des pictogrammes de mise en garde sur les bouteilles seraient un premier pas. L'ONG Eurocare a pris les devants en proposant un étiquetage dans ce sens. Ici, on a un pictogramme qui signale que l'alcool est dangereux. Et la mention « L'alcool peut provoquer le cancer ». On indique le degré d'alcool et le nombre de calories. Nous savons que cela a une influence sur la consommation. Ça ne veut pas dire qu'on s'abstiendra de boire, mais on boira un peu moins quand on verra le nombre de calories. Et ici, vous avez la liste des ingrédients. Vous voyez, c'est tout petit. Il reste plein de place aux marques pour promouvoir leurs produits. Peut-être faudrait-il transformer l'étiquetage en un livret explicatif parce que quel type de cancer? Est-ce que tous les cancers sont concernés? Est-ce qu'il y a peut-être un effet ou des effets positifs de consommation modérée d'une boisson comme la bière sur certains types de cancers? Il faut faire attention avec la bonne intention d'informer le consommateur, de ne pas au final le ou la désinformer. Des centaines d'études ont fait apparaître que l'absorption d'une certaine quantité d'alcool augmente le risque de développer certains types de cancers. Les cancers de la bouche, du pharynx et du larynx, mais aussi du gros intestin,
du foie et de la glande mammaire chez la femme. Sans la consommation d'alcool, 2 des types de cancers les plus répandus seraient beaucoup moins fréquents. On estime que 25% des cancers du sein et de 20 à 25% des cancers du côlon pourraient être évités. Pour autant, une interdiction totale comme sous la prohibition n'est souhaitable ni pour Eurocare ni pour le Dr Zeitz. La solution, c'est l'information en temps voulu, c'est-à-dire avant la dépendance. Car une fois l'addiction installée, il est difficile de s'en défaire. Seuls 50% des personnes concernées parviennent à rester sobres à long terme. De son propre aveu, Patrick Fillette serait peut-être toujours alcoolique aujourd'hui si son addiction n'avait pas failli lui coûter la vie. Je me suis bêtement endormi à un feu rouge. J'étais ivre-mort, la tête dans le volant, la voiture klaxonnait et ça a été la fin totale pour moi. Donc la police est arrivée, chambre de dégrisement, prise de sang, enfin tout le circuit de la justice. Et là, j'ai touché vraiment le fond à ce moment-là. Patrick Fillette a suivi une cure de désintoxication et une thérapie. Il est membre de l'association Vie Libre, où il anime désormais des séances. Je vais en baver pendant 3 semaines, un toxico quoi. 3 semaines de transpiration la nuit, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et à partir de la 4e semaine, ça y est, ça se passe et puis j'ai plus du tout envie. C'est énorme, c'est très dur. Pour moi, une trentaine d'années de ma vie que j'ai perdu. Ouais. Le travail en association m'a apporté et m'apporte et m'apportera pour les années à venir une continuité du travail que j'ai entrepris sur moi et que maintenant j'essaye de transférer sur les autres pour leur apporter le message de réconfort que ça a pu m'apporter à moi et tout l'équilibre et toutes les bonnes choses qui ont pu en sortir et toutes les choses que j'étais à 100 lieues d'imaginer pouvoir réaliser. L'alcool est-il un poison ou un produit de consommation? Ou les deux à la fois? L'alcool, pour moi, c'est non. Ça ne me plaît pas du tout. Bon, j'ai des copains qui en boivent. Et quand je les vois boire, je me dis que c'est leur choix. Mais en temps normal, je n'aime pas du tout voir des gens qui boivent de l'alcool. Les gens ne sont pas très compréhensifs quand on leur dit qu'on n'a pas envie de boire d'alcool. C'est du genre, allez, juste un petit verre, ça ne peut pas te faire de mal. Les gens sont peu tolérants envers ceux qui ne veulent pas boire. Beaucoup minimisent les risques liés à l'alcool. Il faut sensibiliser beaucoup plus le public à ce problème. Bien sûr, il y aura toujours des gens que vous ne pourrez pas sensibiliser parce qu'ils ne sont pas réceptifs, c'est évident. Mais en l'occurrence, c'est l'un des problèmes de santé publique les plus graves qui soient, avec une mortalité très élevée, et nous devrions en faire beaucoup plus. Bien sûr, l'alcool est une source de revenus. Il génère beaucoup d'emplois et il y a une tradition qu'ils veulent préserver. Sauf que les dommages dépassent les bénéfices. 155 milliards d'euros. C'est ce que coûte l'alcool à la société. C'est une grosse somme. Je ne pense pas que ça rapporte autant. On peut tout à fait vivre sans la bière. Je connais beaucoup de gens qui ne boivent pas de bière et qui sont très heureux. Mais je connais aussi beaucoup de gens qui boivent de la bière, qui consomment de la bière de façon modérée, conviviale, et qui ont l'air des gens équilibrés et heureux. Il faut protéger la vie de nos concitoyens. Cela relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. L'industrie des boissons alcoolisées ne doit pas s'en exempter et ne penser qu'au profit, à l'argent. Beaucoup d'argent pour la pub, peu pour l'information. Si l'industrie voulait bien contribuer à réduire ce déséquilibre, elle augmenterait en fin de compte le nombre de consommateurs qu'elle veut toucher. Des personnes qui boivent avec modération, en société et pas tous les jours.